Donc, bienvenue à toutes et à tous sur cette première webconférence d'un cycle de plusieurs, dont vous avez probablement déjà entendu parler, avec différents intervenants qui nous font l'honneur d'animer une formation chez Team Intelligence. Donc, je me présente, je suis Roderick Maubras, je suis le fondateur de Team Intelligence. C'est une école spécialisée dans la formation coaching d'équipe et d'organisation. Et nous avons eu cette idée il y a quelques mois de proposer à nos brillantes intervenantes et intervenants de venir parler de leur spécialité à l'occasion de ces courtes webconférences qui donc ont l'ambition de durer 1 heure. Alors 1 heure, c'est le format global, l'idée étant évidemment de pouvoir s'accorder un temps de questions-réponses. Alors peut-être pour préciser quelques consignes afin que ça se passe le mieux pour tout le monde, si possible, coupez donc vos micros. Bon, votre vidéo aussi n'est pas forcément nécessaire, peut-être un peu plus au moment des questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, je vous propose de les inscrire dans le chat et de mettre Q de points devant pour que je puisse identifier que c'est une question et pas une remarque, de manière à pouvoir ensuite faire une sélection au moment donc des questions-réponses. Je vais proposer à Bruno plutôt d'intervenir d'une traite. Et puis ensuite, je vous propose qu'on se consacre un temps de questions-réponses par la suite, à la suite de l'intervention de Bruno. Voilà, j'en ai assez dit. Je vais m'occuper de faire rentrer le reste des participants identifiés. Bruno, je te laisse la main, ou plutôt la parole. Ah, très bien. Donc, merci Roderick. Bruno Adler, vous le voyez, je suis l'un des intervenants avec bonheur, effectivement, pour Team Intelligence. Et concernant notre enseignement sur le coaching d'équipe, bah, précisément, j'interviens sur les outils de la psychologie positive. Alors, pour pouvoir bien vous faire comprendre comment j'ai pu en arriver là et pourquoi, je vais vous indiquer comment, en fait, je suis passé de coupeur de tête à libérateur d'énergie, hein, ou de Givaro à J'y vais bien. Vous prenez la version qui vous convient. Pourquoi Givaro? Parce que il y a quelques décennies, j'ai eu l'occasion de pouvoir démarrer en tant que freelance des interventions auprès d'un cabinet de consultants américain. C'est pas mal, j'ai travaillé mon anglais, on appelait Throughput. Moi, j'étais People Solution. Il fallait faire des savings. Enfin, voilà, on avait tout un tas d'outils, de langages comme ça, très prédéfinis et aussi des approches qui se transmettaient de cabinet de change à cabinet de change, qui consistaient à pouvoir, estimer que pour pouvoir changer, il faut 21 jours. Ça, c'était établi sur quelque chose de très particulier, puisqu'en fait, un chirurgien esthétique italien avait remarqué qu'il fallait 21 jours pour les personnes qui l'opéraient pour s'habituer à un visage, et donc les cabinets de change ont déterminé qu'il faut 21 jours. Voilà, rien à voir, mais c'est pas ça ne les gêne pas. Ça ferme la Donc, chambre. oh là, Sandra, si vous voulez bien couper votre micro, ça perturbe un peu. Voilà, merci. Et donc, c'est juste pour voir que c'est pas. Après, il y a eu des études autour de ça. Et les études ont montré combien c'était soit entre 30 et 60 jours et beaucoup plus complexe que ces fameux 21 jours. Au J'ai téléphone. été à la Chine, Ah mince, tu peux pas couper les micros, s'il te plaît, Rodrigue? Ouais, bah, Peut-être. pardon. Euh, donc, premier point, première erreur, c'est et je défendais ça, hein, de croire qu'il faut 21 jours pour prendre de nouvelles habitudes, hein, dans le cas de changement, et donc ce que peut demander aux équipes. Deuxième euh, erreur, c'est de tabler sur la fameuse courbe du changement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il faut savoir que l'origine, c'est quand même le docteur Kubler-Ross qui étudiait les comportements de personnes quand on leur annonçait une fin fatale et de voir les différentes phases du déni jusqu'à l'acceptation. C'est pertinent sans doute dans cet environnement, mais dans le cadre du changement, en fait, les cabinets s'en sont aussi emparés. Bien évidemment, il y a un ralentissement d'investissement, il y a des questions, il y a des comportements face au changement, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement lié à ça. Et en fait, par expérience, je pense que plus que ce qu'on appelle la résistance au changement pour indiquer combien les personnes peuvent être en opposition au changement, eh bien, c'est pas de la résistance au changement, mais beaucoup plus de la résistance à l'accompagnement au changement. Et ça, avant de pouvoir le faire différemment, je me suis rendu compte que
de l'intérieur en tant que manager dans un grand groupe où on m'obligeait après une superbe expérience pendant 1 an et demi de développement d'une filiale, tout d'un coup toute la direction change. On nous obligeait les uns les autres de manière assez incohérente à pouvoir faire ce qu'on ne savait pas faire, aller dans des directions sans moyens, sans but, de vivre de l'intérieur ce que c'est que d'être obligé sans comprendre, de prendre des orientations sans moyens. Et ça, je pense que ça existe dans pas mal de changements. Et c'est pas mal pourquoi je parle de changement, mais finalement de ce qu'on demande aux équipes. Et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on peut être sollicité pour le coaching d'équipe. C'est inviter les équipes à ensemble aller dans une même direction. Cette expérience dont je vous parle, récente, d'être confronté de manière impossible à des demandes irréalistes, moi, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir la vivre en étant au plus bas, en remontant grâce à un livre sur la psychologie positive qui s'appelle Vive la psychologie du bonheur de Mihaly Csikszentmihalyi, première étape d'apprentissage de la psychologie positive. Et ensuite, en fait, ça m'a permis de remonter la pente, ça m'a permis de me solidifier, ça m'a permis de me sortir de là et d'aller vers un projet qui est de transmettre la psychologie positive, d'aller aux États-Unis pour la vivre, là où mes homologues managers et même mon propre manager sont partis en burn-out. Donc je peux dire que la psychologie positive m'a permis d'éviter le burn-out. Et au contraire, de pouvoir construire un projet. Et mon projet, c'est de pouvoir transmettre le bien-être pour tous et au travers notamment de cette mission d'accompagnement d'équipe ou de formation ou de ces webinaires. Donc, ma vocation, c'est de pouvoir m'appuyer sur ces outils et je me propose de pouvoir vous les dispenser. Alors déjà, la psychologie positive, faut entendre, c'est ni la positive attitude. Je ne sais pas si vous connaissez Laurie, hein, ma fille m'avait emmené voir la positive attitude. Hein, c'est ce qu'on décrit pas mal, ou la pensée positive, Shakti Gawain, je fais voilà, la loi de l'attraction. Non, on parle d'études scientifiques du fonctionnement humain optimal. Comment je peux associer ça à l'accompagnement des équipes? Et fort de ça, bah, j'avais cette psychologie positive. Je me suis aussi formé, merci Roderick, aux différentes étapes du coaching d'équipe. Et j'ai fait en sorte de pouvoir relier, parce qu'en même temps que je me formais, j'avais justement des missions, de pouvoir faire le lien entre mes outils et ces différentes étapes d'accompagnement qui permettent de faire en sorte d'avoir un mode d'accompagnement que les équipes peuvent appréhender et de les accompagner, y compris sur les difficultés. Les outils que je vais vous présenter, bah, vous allez peut-être pouvoir les vivre si vous le voulez. En tout cas, là, je ne vous vois pas. Mais je vais imaginer que vous pouvez les faire. Première étape, avant de jouer au tennis, je vais vous proposer déjà de voir si vous êtes meilleur de la main, d'une main ou d'une autre. Si vous avez une feuille à côté de vous, je vous propose d'écrire 3 fois votre prénom de votre main habituelle. Prenez une feuille, un crayon, vous l'écrivez ou une feuille, un brouillon, quelque chose. Je me rends compte, c'est la première fois que je le fais à distance. C'est très frustrant de ne pas vous voir, donc je vais imaginer que vous êtes en train d'écrire. Faites la même chose maintenant, s'il vous plaît, ou imaginez que vous faites la même chose, même si vous n'avez pas de crayon, de la main inhabituelle. 3 fois votre prénom, désolé pour Marie-Madeleine, de la main inhabituelle. Cette expérience, j'espère pas trop douloureuse, pour que vous voyez que le résultat selon que vous ayez une main ou une autre, ben, n'est pas du tout le même. Et que l'aisance avec laquelle vous avez pu le faire n'est pas du tout non plus la même. Et en fait, si vous voulez pouvoir faire en sorte que vos équipiers soient performants, ben, il s'agit de pouvoir utiliser un premier euh, atout de la psychologie positive, qui sont les forces de caractère. S'appuyer sur les forces de chacun, plutôt que de chercher à ce qu'il soit fort ou à ce qu'il fasse des efforts. Et pourquoi je vous montre cette image? Peut-être que vous aurez reconnu en 1991 la victoire de l'équipe de France de tennis grâce au capitaine Noah qui a entraîné son équipe, cette victoire de la Coupe Davis. Eh bien, c'est pour vous mettre en évidence combien Noah a su entraîner son équipe. Il disait, suite à une victoire, en sport, la joie ne suit pas la victoire, elle la précède. Je les ai écoutés, je les ai aidés à prendre du recul et cela leur a permis de prendre conscience de leur potentiel.
Est-ce que vous savez, à la suite, et vous pouvez imaginer à la suite de quelle victoire Noah a pu dire ça? On va voir si le chat marche, c'est un bon test. Est-ce que vous pouvez me dire telle victoire? On va voir si certains connaissent un petit peu les prouesses du coach Noah. Est-ce que je vois le chat? Non, j'ai pas. Là, je l'ai affiché, mais je vois pas de. Alors, si tu ne le vois pas, Bruno, je t'aiderai. 1983, Non, ça c'est Roland Garros, mais c'est en tant que joueur. Je vous demande en tant que coach. Vous pouvez mettre l'année aussi, mais c'est plus tard. Coupe Davis, Diane ou et Michel Marquison des Lions. Non, c'est pas la Coupe Davis. En fait, c'est pas en tennis, c'est en foot. Non, pas cette victoire, mais quand il a accompagné le PSG, dit Fabrice. Voilà. Qui est-ce qui a dit ça? Fabrice. Fabrice, tu as gagné ma reconnaissance. iPad de Fabrice. Comment? Ah, c'est iPad son de Fabrice. iPad. Donc, ok. Anne rajoute foot féminin. Ouais. En fait, de façon étonnante, oui, c'est pas en tennis, mais suite au PSG. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, non pas dans les vestiaires en disant hey, les gars, vous êtes les meilleurs, vous êtes les winners. C'est le mode américain, on voit ça dans les films, dans le baseball, etc. Non, ça génère de la cortisol, c'est pas le bon moyen. Il a fait en sorte que chacun puisse exprimer des succès. Et en partageant ce succès, ça a permis qu'ils reprennent confiance en eux, parce qu'ils étaient en finale, mais Denisot, qui était président à l'époque de ce club, voyait qu'ils n'avaient pas le moral. Donc, ils ont repris confiance en eux-mêmes et ensemble. Et donc, ce moyen-là de pouvoir partager des succès et des forces, et donc s'appuyer plus sur les résultats que sur les objectifs, comme on le voit souvent dans les entreprises, eh bien, c'est ce qui permet de trouver les moyens que chacun soit vraiment dans sa performance, dans son aisance, sans faire des Evet, efforts surhumains. öyle söyleyebilirsin. Il y a l'iPhone d'Alex K. Merci. Et donc, ça, je vous invite à le faire. Une fois, j'ai eu à 10 heures du matin, un dimanche, téléphone sonne. Je me dis, chouette, c'est mon pote avec qui je dois faire du vélo qui va annuler. Parce que 10 heures du matin, le dimanche, je suis pas très à fond. Et en fait, non, c'était le directeur d'une usine, un client qui me dit, ah, je suis désolé, etc. Il me dit, lundi, j'ai ma réunion de lancement de l'année, mon comité de direction d'usine. Et il faut vraiment que j'aille sur un objectif concernant le zéro accident, que je puisse relier les, les membres du CODIR, à la fois les anciens et les nouveaux. Mais à chaque fois, je fais ce genre d'exercice. Tu connais mon responsable de FRAB, là, l'ancien, il me met un seul post-it en disant faire moins de réunions. J'ai besoin de leur ouvrir les chakras, qui puissent être constructifs, qui puissent ensemble voilà, trouver des bonnes idées. Et je lui partage le principe de Noah en y ajoutant un autre principe de la psychologie positive qui consiste à révéler les forces. Donc, je lui envoie une liste de forces potentielles. Et il a fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a permis à son codir de partager des succès. Il a fait ressortir les forces qu'il entendait dans le partage de ses histoires. Et ça, je le fais très couramment et ça marche vraiment bien. Je vous recommande de pouvoir le faire. Et au final, bah, les gars étaient dans des prédispositions, étant en confiance en eux-mêmes par rapport à des succès précédents pour proposer des idées tout à fait constructives sur le challenge à venir, mais aussi s'entendant mutuellement là-dessus, d'être beaucoup plus soudés et en confiance les uns avec les autres, même s'ils se connaissaient moins. Voilà. Donc, premier atout, révéler les forces et faire en sorte de s'appuyer sur les forces de l'équipier, que ce soit en tant que manager ou en tant que coach, en tant que chef de projet. Mais révéler les forces, c'est une chose, encore faut-il quand même que j'ai l'engagement de mes équipiers. Et pour avoir l'engagement des équipiers, bah encore faut-il qu'ils soient dans de bonnes conditions. Et dans le cadre d'un changement, c'est pas toujours évident. Je vais vous proposer à nouveau de faire un exercice, alors toujours à l'aveugle. Et l'exercice consiste à pouvoir se croiser les mains là comme ça vient. Je pense que ouais, j'arrive à le faire, ça va, ça floute pas. OK. Mais quand vous le faites spontanément, bah, c'est un peu comme d'écrire comme tout à l'heure. Mais maintenant, je vous invite. Alors, Rodrigue, il faut que tu le fasses avec moi parce que sinon, je me sens seul, je vais pleurer, tout ça, c'est pas drôle. Hein, j'ai besoin des autres. Donc, voilà, tu le fais comme. Et en plus, comme c'est enregistré, je diffuserai les images pour montrer combien on est sérieux chez Team Intelligence et combien on est intelligent. Et maintenant, vous allez le faire, mais en croisant de manière inhabituelle. C'est-à-dire pas comme ça vient automatiquement, mais. Voilà. Et là, moi, vous voyez que ça va vite parce que je suis habitué, mais Roderick est moins habitué, vous voyez que c'est beaucoup plus lent. T'étais pas préparé là. Et en fait,
le fait d'être dans cette situation, c'est de pouvoir devoir faire des efforts. La résistance au changement, c'est pas forcément que le déni, que d'être contre, etc. Il y a une réalité qui est que si je dois prendre d'autres repères, d'autres habitudes, bah, je peux plus être en mode automatique, mais il faut que j'y réfléchisse, il faut que je m'y habitue, il me faut du temps. Donc, comment on crée les conditions pour que les personnes puissent réellement être dans ce qu'ils font, puissent être concentrés sur la progression, comment je peux faire voilà, des retours par rapport à ça. Et là, c'est en tant que coach, peut-être que j'en ai plus l'habitude, mais les managers qui encadrent des équipes, comment faire en sorte pour qu'ils créent les conditions et qu'ils laissent leurs équipiers s'approprier progressivement ce qui est nécessaire. J'ai un exemple sur une plateforme logistique d'un directeur et le responsable d'exploitation qui voulait absolument que leur gars puisse accomplir soit dans une amélioration continue parce qu'il voulait transformer cette plateforme plutôt dans une idée de laboratoire, comme c'était la plus petite pardon, plateforme pour exister. L'idée, c'était de pouvoir tester par rapport aux autres des nouveaux outils, des nouveaux modes de fonctionnement. Mais pour emmener les équipes, il y avait besoin que les équipes, qui étaient plutôt de bonne disposition, mais soient plus autonomes, soient plus force de proposition. Et la première réunion qu'ils ont faite dans ce sens-là, auquel j'assistais, en fait, j'ai remarqué que le patron de la plateforme, en plus, qui avait toutes les expériences de tous les profils, donc en fait, il savait bien faire tout et il laissait pas suffisamment de place à ses gars. Et le responsable d'exploitation, pas mieux. Donc, en fait, les deux se plaignaient de tenir la boutique, mais en même temps, ils ne laissaient pas du tout l'espace à leurs gars. Donc, créer les conditions, c'est leur dire maintenant, on va refaire la réunion. Le directeur, tu vas nager ailleurs, tu t'amuses ailleurs. Et le responsable d'exploitation, tu donnes l'objectif au départ et tu te tais. Donc, j'ai mis un sparadrap virtuel qu'il a bien suivi. Et du coup, ils ont été stupéfaits, effectivement, des bonnes idées, pas les leurs, mais des idées qu'ils proposaient, de ce qu'ils pouvaient faire. Et il s'agissait de pouvoir mettre en place des tableaux là, le sujet, c'était de mettre en place des tableaux de pilotage des activités. Et au lieu de leur dire comment faire ou de leur demander des idées, mais en leur disant, ah ben non, il vaudrait mieux le faire comme ça, bah, que eux le co-construisent, qu'ils se posent des questions, peut-être à un rythme plus lent que le directeur de plateforme expérimenté ou le responsable d'exploitation, bah, ça leur a permis de se l'approprier, d'échanger entre eux et de mettre en place un outil qui fonctionne bien à l'heure actuelle et qui sont fiers d'avoir conçu, de s'approprier plutôt que de suivre les instructions de leur manager. Donc comment je crée ces conditions-là? Comment je fais en sorte de laisser l'espace et le temps à mes équipiers de pouvoir construire? Voilà un autre atout, c'est en fait créer des conditions pour que les gens soient ni dans je laisse faire, c'est dans la flemme, ni dans le flip, parce que demander aussi à quelqu'un de changer tout d'un coup, moi en tant que manager, on me demandait de faire du commercial sur des produits qui n'allaient pas, bah, plutôt que d'être soit dans le flip, soit dans la flemme, on va être plutôt dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire pas forcément le flow complet, mais dans l'expérience optimale, c'est-à-dire être dans une progression en ayant du sens à ce que je fais et en ayant l'impression de maîtriser ce que je fais. Donc, deuxième outil, mettre le plus possible proche du flow mes collaborateurs, sans angoisse, sans leur demander tout de suite de passer d'un état à l'autre, ni sans leur demander d'être exécutant. Et ce flow, en fait, cet état-là, cette capacité de se concentrer, de donner toute son énergie dans une direction pour pouvoir développer progressivement une ambition, eh bien, il peut être collectif. Et pour que ça puisse fonctionner, ça suppose d'être sur une ambition commune, mais aussi de pouvoir faire en sorte d'avoir des équipes qui soient soudées. Et nous, en tant que coach d'équipe, c'est important qu'on puisse faire en sorte que les équipes soient soudées. Mais avant cela, avant de pouvoir travailler à cette connexion, bah, en fait, ça suppose nous aussi d'être connectés à chacun. Je vais reprendre, de faire alliance avec chacun. Et là, ça, c'est un apprentissage qui ne vient pas de la psychologie positive, mais de l'enseignement de Roderick, ce qui vient sans doute de la psychologie sociale. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher, comme je le faisais auparavant, même avec la psychologie positive, à me connecter d'abord au groupe avec un kick-off, le fait de faire des entretiens exploratoires dans l'étape de connexion aux uns aux autres, ça permet effectivement de créer un lien et pas un lien que de fonction à fonction.
consultant aux personnes ou chef d'équipe ou manager, mais un lien de personne à personne, un lien individuel. Et ce qui fait qu'ensuite, quand je réunis tout le monde, je vais pouvoir m'appuyer sur ces liens qui ont été créés et je vais beaucoup plus facilement pouvoir embarquer une équipe vers un challenge commun. Là, j'ai pris l'image des frères Wright qui ont démontré avec beaucoup moins de moyens que avec leurs potes de leur garage à vélo et puis en pouvant prendre le temps de s'appuyer sur les compétences de chacun, ils ont été capables d'être les premiers à faire voler un appareil maîtrisé, contrairement à un gars qui disposait d'énormément de fonds, qui a pris un gros motoriste, qui a fait un gros moteur et qui a fait une sorte d'hydravion, qui a fait un gros plouf. Donc l'idée, c'est pas de pousser, de donner les moyens, etc. C'est comment je crée un lien vers une ambition commune. Donc ce qui suppose de formaliser une ambition commune, de faire formaliser un manager si je suis accompagnant, un objectif, mais un objectif dans lequel je vais indiquer ce que j'attends des personnes. Hein, ça va être par exemple, on veut pouvoir développer, devenir je vais reprendre l'exemple de la plateforme, devenir la plateforme de référence laboratoire de notre entité avec des managers qui sont engagés, responsables et force de proposition, par exemple. C'est-à-dire, je ne me contente pas de décrire mon objectif ou l'objectif de la boîte en question, mais vraiment quel est l'objectif pour l'équipe et qu'est-ce que j'attends des personnes. Ça, en appreciative inquiry, ça c'est pour vous apprécier mon accent anglais, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Donc, autre outil, flow collectif que je vais générer en réunissant une équipe autour d'une ambition et en faisant en sorte que les personnes soient connectées les unes aux autres et s'appuient les uns sur les autres pour pouvoir aller vers cet objectif. Pardon, je reprends un peu. Il y a un autre effet qui est important. Je vais utiliser un terme de consultant pour frimer. Hein, je peux, hein, en webinaire, frimer, c'est autorisé, Rodrigue? Moi, je m'appuie beaucoup sur l'effet vicariant. C'est-à-dire, pour pouvoir faire adopter à une équipe un certain nombre de principes ou pouvoir qu'ils s'approprient une façon de travailler, au lieu de vouloir l'imposer à tous ou demander à tous de le faire, je vais voir quelles sont les personnes qui vont, parce qu'ils se sentent plus en capacité de le faire, qui vont se prononcer pour pouvoir essayer, expérimenter quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, un nouvel outil, un nouveau process. Et ensuite, je vais leur proposer, eux, de témoigner. Dans l'exemple que je vous citais précédemment de la logistique, il y a un gars qui a d'abord fait un tableau, c'est-à-dire dans la pré-réunion, il a fait un tableau, il l'a traité pendant 15 jours et ensuite il en a témoigné vis-à-vis des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet vicariant. L'effet vicariant, c'est un effet, c'est Albert Bandura parle de ça, c'est pour pouvoir avoir un impact et donner envie aux personnes d'essayer quelque chose de nouveau, eh bien, il vaut mieux que ce soit dit par quelqu'un qui est reconnu comme un père. Hein, exemple, si un médecin crève sa roue, ben, si un garagiste lui dit vous pouvez changer votre roue, c'est facile, etc., le gars, il va pas être sûr. Si au contraire, un collègue médecin lui dit mais moi je change ma roue régulièrement, c'est possible de le faire, il va trouver ça plus crédible. Donc quand vous voulez pouvoir faire en sorte qu'il y ait des nouveaux comportements, nouveaux modes de fonctionnement dans une équipe, une façon de les entraîner, c'est au lieu de vous d'essayer d'être convaincant, que ce soit en tant que manager, en tant que coach, ou que ce soit si vous êtes accompagnant, que ce soit un manager qui le dise, en fait, il vaut mieux partir de l'écho d'un des pairs qui va témoigner de son expérimentation, y compris des écueils qu'il a eus, de comment il les a surmontés. Et là, ça va donner beaucoup plus l'élan aux autres membres de l'équipe pour le faire. On trouve aussi un peu de sociodynamique dedans. Voilà, donc les connexions, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur les forces de chacun, c'est pouvoir faire en sorte que chacun puisse le faire. Mais encore, faut-il pouvoir être dans un esprit où l'ensemble des personnes vont aller dans une même direction, c'est-à-dire qu'ils vont co-élaborer. Ce qui n'est pas la même chose que coopérer. Coopérer, c'est travailler ensemble. Hein. Donc travailler ensemble, c'est bon, on se tient à la main comme ça, on travaille ensemble, ça c'est souvent ce qui est demandé, sauf que ça se détache très facilement. Coopérer, c'est plutôt faire que chacun soit bien lié l'un à l'autre, hein, et en confiance de ce qu'ils sont et que ce soit vraiment solide. Et collaborer, pardon, et c'est vraiment faire en sorte que ensemble,
on va créer quelque chose. On va aboutir ensemble à un résultat. Voilà. Collaborer plutôt que coopérer. Encore faut-il que ce soit fait avec un enthousiasme, avec un engouement, dans une ambiance qui s'y prête, d'où l'intérêt d'avoir des humeurs plutôt sympas. Alors, je vais à nouveau faire appel au chat pour voir combien de personnes sont encore attentives. Je ne sais pas pourquoi on fait des petits tests comme ça. Hein, et d'ailleurs, c'est moi qui suis cobaye là, si je comprends bien de l'école. On va voir notre impact. Voilà. Donc, en tant que cobaye, voilà, je fais des expérimentations. Si vous voulez bien me dire, d'après vous, combien faut-il de poids, supposons que ça se pèse, d'émotions agréable ressenti pour compenser des émotions désagréables. On a forcément toujours dans une équipe des frustrations, des déceptions, des accros, etc. Mais c'est pas ça qui gêne. Ce qui gêne, c'est quel est le poids de l'un et de l'autre. D'après vous, est-ce que c'est en équivalence? Est-ce que pour compenser une intensité d'émotions désagréables, il faut que j'ai l'équivalent en émotions agréables? Est-ce qu'il faut que j'ai 3 fois plus d'agréables par rapport aux désagréables? Ou est-ce qu'il faut que j'ai 6 fois plus? Le chat est ouvert. Il faut que vous mettiez un, 3 ou 6. C'est assez accessible comme proposition. Alors, je vais mettre de côté les premières interventions qui ont été éclairs. Et pour me donc Ah oui, 20, Laurent Gourmand. 38. Non, ah oui, non, ça n'a rien à voir. 20, Donc machin. on a une grande variété de propositions, mais donc je vais commencer au premier 3. Donc iPhone de Jennifer 3, Frédéric 3 au boulot, 5 en perso, Alexandre 3 d'un côté, 5 de l'autre, Isabelle 10, Jérôme 10, Ouais. Nathalie 5, au moins 3 non, dit Thierry, Nathalie 6, Jean-Marie 6, 38 le nombre de participants au webinaire, dit Benoît. Euh, je, je les vois. Donc, en fait, on a, alors globalement, on a pas mal de 6, bien vu, hein, c'est pas, et sinon plutôt des 3. Personne, je crois que personne n'a mis 1 à 1, ce qui peut arriver hein, quand je le demande en général. Et effectivement, les émotions désagréables, c'est Rick Hansen qui a étudié ces proportions-là et qui, en fait, il a une super image qui dit les émotions désagréables ont tendance à s'accrocher comme du velcro, alors que les émotions agréables glissent comme du téflon. Parce qu'on est toujours les héritiers des humains qui étaient en vigilance et donc dès qu'il y a quelque chose qui dérapait, oulala, attention. Donc, notre attention est beaucoup plus sur des choses désagréables. Sauf qu'on est dans un environnement, on n'est peut-être pas obligé d'être toujours sur la méfiance, mais au contraire de voir ce qu'on peut en faire. Et les ambiances qui sont porteuses, ça commence en fait à 3 pour 1. Ça, c'est Barbara Fredrickson, ce qu'on appelle la ligne de Lozada, qui a étudié ça avec un consultant aussi. Barbara Fredrickson, qui est une spécialiste des émotions et de la résilience, notamment au travail. Et en fait, à partir de 3 fois plus d'émotions positives que négatives, eh bien, on va être dans un mode de fonctionnement beaucoup plus constructif à la fois pour trouver des solutions et des idées. Quand je suis sous le poids des émotions désagréables, donc si je suis attaché à ça, je vais au contraire me refermer, essayer de rester sur mes gardes, de rester sur mes habitudes, sur mes automatismes. Lorsque je suis au contraire, je vis des émotions positives, je suis beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus ouvert aux solutions. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si on arrive à un quota, par exemple, de 6 pour 1, on a montré que des équipes équivalentes ayant le même boulot à faire avec dans les mêmes conditions, eh bien, si elles avaient une ambiance de 6 pour 1, elles étaient bien plus performantes que les autres. Voilà. Donc le 6 pour 1, c'est ce qu'il faut plutôt viser, mais déjà à partir de 3 pour 1, on a quelque chose qui fonctionne bien. Alors il ne s'agit pas de mettre un compteur. Concrètement, ce que je peux en faire, c'est de créer les conditions pour que dans les échanges, il y ait plutôt du plus que du moins. Ça veut dire, par exemple, sur le démarrage d'une réunion, pouvoir démarrer, quand on fait sur des chiffres, par exemple, plutôt que de dire, ah bah de pointer que les choses qui ne vont pas, bah, de dire, voilà, les résultats par rapport à notre objectif, on avait un objectif qualité de 98%. On part de 95% début du mois, on en est à 96. D'accord, on n'est pas à l'objectif, mais déjà, on a un progrès. Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à monter d'un cran? Et après, on va se poser la question de savoir et comment on peut continuer ça. Ou s'il y a un problème
de productivité, mais qu'on a quelque chose en qualité, ben, je vais commencer par pouvoir en fait sortir les points forts et ensuite je me poserai la question de savoir quels sont les points d'effort. Donc c'est construire les réunions de façon à pouvoir faire en sorte d'identifier qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi, de façon à pouvoir le reproduire et ensuite bien sûr se poser la question de savoir ce qui n'a pas bien marché. Mais ce qui n'a pas bien marché, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu pas mal d'entreprises ou d'organisations dans lesquelles le concours consistait à voir qui était coupable. Ça ne se passe pas chez vous, ça. Hein, vous ne l'avez jamais fait non plus. Mais au cas où, moi, je vous inviterais à pouvoir orienter en disant, cherchons une solution. On s'en fout de savoir qui. Enfin, on s'en fout. Ça peut être, si c'est quelqu'un qui a fait une mauvaise manœuvre, on va se poser la question de savoir pourquoi. SVP, est-ce que c'est parce qu'il savait pas? Est-ce que c'est parce qu'il voulait qu'il voulait pas? Ou est-ce que c'est parce qu'il pouvait ou qu'il pouvait pas? C'est-à-dire, je vais me poser des questions de quelles sont les raisons pour lesquelles, même si c'est une faute d'une personne, elle a fait des erreurs. Et donc, créer une ambiance où on est beaucoup plus dans la recherche de solutions, de corrections, et quand je dis de points d'effort, ça veut dire que je vais considérer que si on n'est pas aux attendus, bah, il s'agit de faire un effort et de voir quel effort a été fait. Et si jamais on identifie ces efforts et que je vois qu'ils ont été faits, ça peut être sur le respect de règles de sécurité, sur le fait d'adopter un process différent, eh bien, je vais prendre en flagrant délit de bien faire. C'est-à-dire que quand je vais vérifier le travail de quelqu'un, que ce soit sur un terrain, que ce soit sur un travail tertiaire, je vais me préoccuper d'abord de savoir qu'est-ce que la personne a bien fait et de le valider. Et ça, c'est des habitudes qui ne sont pas prises, surtout en France, on aime bien trouver la faille. Donc, comment je crée des comportements, notamment lorsque les gens sont réunis, soit de managers vis-à-vis des équipiers, soit d'équipiers entre eux, soit notamment au travers des réunions. C'est vraiment le moyen déjà de créer autre chose, avec un ordre du jour construit différemment, avec la possibilité de pouvoir mettre en avant les points positifs et aussi, bien sûr, traiter les points négatifs, mais plutôt en mode non pas point faible, mais point d'effort, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions. Et ça, c'est vraiment apprécié par les personnes, même si chacune au départ dit ouais, mais on dit ça, mais les gens savent que non, non. Voyez comment vous pouvez communiquer différemment. Donc ça suppose de les accompagner pour pouvoir communiquer de cette manière-là. Et bon, tout ça, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les forces, le flow collectif, hein, les connexions des personnes les uns aux autres, l'humeur, bah, c'est pour concentrer son énergie au bon endroit et faire en sorte de pouvoir être efficient. Donc, je vais m'attacher à ce que l'énergie des personnes soit concentrée au bon endroit. Euh, ah tiens, je vais vous poser une question, c'est aussi une question d'attention, avant de vous donner les explications. Vous avez un exercice avant l'heure, hein, avant de terminer, mais peut-être qu'on donnera les solutions avant. D'après vous, alors, sauf si vous le connaissez, c'est pas la peine de donner la réponse, mais comment hein, vous imaginez un œuf en chiffre romain, comment est-il possible de transformer, vous pouvez le dessiner, hein, un œuf en chiffre romain, comment est-il possible de le transformer en 6 avec un seul trait? Comment transformer un œuf chiffre romain en 6 avec un seul trait? Si vous connaissez déjà la solution, ça fait partie des choses où ça n'a pas grand intérêt de le donner, mais si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à me faire des propositions. Comment transformer un 9 en chiffre romain? C'est barre-croix, hein, le 9 en chiffre romain, en 6. Et pareil, vous mettez dans le chat si vous avez trouvé. J'ai jamais fait un chat, hein, j'arrive pas à repérer. Il est où le chat? Mince. Ah, voilà. On a des nouveaux. Benoît. Comment on transfère? Est-ce que je peux écrire moi, le chat? Pourquoi je vois pas, hein? Ah oui, comme ça. Alors, c- c- alors je sais pas quel prénom tu peux, enfin, ouvrez le micro, juste pour dire, je comprends pas donc je vois le transformer bah oui, c'est écrire le 6 mais comment je fais pour que ce 9 devienne un 6?
Oui, je m'entraînais, c'est Christophe, je m'entraînais juste à taper 6 et 9 en romain avec un clavier. Ah. Ah ouais, donc tu cherchais à le faire en chiffre romain? Je me souviens pas vous avoir demandé de faire un 6 en chiffre romain, hein. Yes, yes. Si vous n'envisagez pas le 9 en chiffre romain, mais que vous l'envisagez différemment, comme un I et un X, vous trouverez facile. Et si vous considérez que le trait n'est pas forcément droit, mais qu'il a droit d'être sinueux, vous trouverez la solution. C'est effectivement pour ceux qui ne le voient pas forcément dans le chat, en faisant un S devant le I et le X. Voilà comment on transforme. Les grands gagnants sont Thomas et Damien. OK. Donc vous gagnez notre estime, ce qui n'est pas rien. Enfin, ou tu as des trucs, des prix à distribuer peut-être, Roderick? Non, 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 pas pour la première session, peut-être pour les Ouais. suivantes. Ton livre, non? C'est sur le coaching d'équipe, je sais pas. Bien. Euh, ce que, ce que je veux démontrer ici, c'est le fait que selon la façon dont je pose un problème, je vais pouvoir faciliter le fait de trouver des solutions. Donc, un des moyens de trouver des solutions, c'est d'inviter les personnes à envisager non pas les problèmes, mais des challenges. Exemple, j'accompagne des centres techniques d'État qui, en gros, ont comme problème dur, les nouvelles générations, soit ils viennent pas, soit ils se barrent. Enfin, il y a du turnover. Donc à partir de là, si on cherche des solutions, c'est soit il faut les payer plus, soit enfin, des tas de solutions qui sont trouvées mais qui ne marchent pas vraiment. Et moi, je les ai invités à reformuler l'objectif sous forme d'une orientation positive, sous forme d'un résultat optimal, réaliste quand même. Hein, parce que c'est pas transformer, c'est pas dire bah, les nouvelles générations, il faudrait qu'elles fonctionnent comme les anciennes. Et la reformulation, ça a été comment rendre attractifs nos centres techniques pour les nouvelles générations. Je je trouve pas tout de suite une solution, je reformule un problème en challenge. Et à partir de là, on s'est posé la question de savoir comment faire. Ben, ils ont dit, mais on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas ce qui peut attirer les nouvelles générations. D'accord? Comment on peut faire pour savoir? Eh ben, on a fait venir des étudiants, on leur a posé les questions de savoir qu'est-ce qui les faisait bouger. Et en fait, ce qui, eux, les intéressait, c'est de pouvoir contribuer à des actions qui sont en faveur de la planète et de pouvoir avoir un équilibre vie perso, vie pro qui aille bien. Je vous le résume. Je pense que vous devez avoir entendu parler. Et du coup, ils se sont rendus compte que eux, en tant que centre technique, ils portent des missions du gouvernement qui vont dans le sens de la transition énergétique, par exemple. Donc, ils avaient tout à fait les arguments. Deuxième point, ce sont des labos qui essaient, etc. Donc, c'est pas la même ambiance que dans des usines où ça produit ou dans Donc, il n'y a pas une pression sur le timing de la même manière. C'est ce qui est proposé aux ingénieurs, c'est des rythmes de travail qui sont compatibles avec cet équilibre-là. Donc, ils avaient ces atouts-là. Et après, bah, ils sont allés dans les écoles, non pas présenter les centres techniques en parlant du général de Gaulle qui avait voulu réindustrialiser la France, bon, ce qui ne passionnait pas totalement les jeunes, mais en leur parlant par rapport à leurs aspirations. Et ça a permis effectivement que ces jeunes qui ont été sensibilisés, et pareil pour le recrutement, pareil dans la façon de pouvoir exposer leurs annonces, bah, ça a permis qu'ils aient plus de jeunes déjà qui frappent à leur porte. Et aussi, dans cet état d'esprit, de faire en sorte que les managers soient respectueux des attentes des jeunes et les considèrent, même s'ils avaient des modes différents. Et donc, ça a permis à ces centres techniques de rajeunir leur effectif d'ingénieurs. Voilà. Simplement, déjà, en reformulant le but. Voilà. Donc, ces atouts que je vous ai présentés, les forces, le flow, la connexion, l'humeur, enfin l'ambiance positive plus que négative, etc. Et le fait de viser des résultats optimales, en fait, tout ça, ça contribue à pouvoir avoir la pêche. Je fais en sorte que mes équipes, par l'effort, soient plus performants, créer les conditions pour qu'ils soient plus engagés, faire en sorte qu'ils soient connectés les uns aux autres dans la collaboration, puissent être dans une ambiance dynamique, porteuse, joyeuse, heureuse, etc. Et aller vers concentrer leur énergie sur ce qui est utile. Voilà comment
on transfère la pêche grâce à la psychologie positive en tant qu'accompagnateur, que ce soit en tant que coach d'équipe, que ce soit en tant que manager, que ce soit en tant que chef d'équipe. Ah, j'ai débordé de 3 minutes et c'est ce que je me propose de pouvoir décliner lors de cette formation. Ah, je fais la page de pub là. T'as pas c'est pas la pêche et la pomme pour bah, enfin, si vous n'êtes pas trop jeune justement. Si vous avez la ref, donc doudou. Oui, c'est pour ça que j'apprécie de pouvoir partager ça très sincèrement. J'ai eu l'occasion, après avoir pratiqué les 7 étapes du coaching d'équipe qui m'ont appris moi aussi à pouvoir parler de la psychologie sociale, à mieux appréhender l'accompagnement de mes équipes, bah, si j'y ajoute mes différents outils de psychologie positive, ça permet un entraînement où non seulement c'est plus efficient, mais en plus c'est beaucoup plus plaisant à vivre pour moi, mais aussi pour mes équipes. Donc je vous propose de pouvoir le transmettre et de pouvoir décliner chacun de ces outils de façon très pragmatique et aussi de profiter des expériences de chacun.